Bienvenue Jessica, Merci à toi de m'avoir invitée, je suis très contente d'être là. avec plaisir, bienvenue dans ce podcast où on donne la parole justement à ceux qui osent, ceux qui ont envie d'entreprendre, mettre en avant les autres et aller différemment aussi vers leur ambition. Donc pour ça, je te remercie d'avoir accepté et je suis heureuse de te recevoir ici aujourd'hui comme à la maison. Jessica. Oui, et Jessica. Et Jessica C'est trop drôle. Jessica et Jessica, donc bon, c'est peut-être un signe. On va rentrer très vite dans le vif du sujet, au niveau de qui tu es, ton parcours aussi, et surtout ce que tu prévois. Donc on va te découvrir, on va découvrir aussi l'architecte, mais une autre personne derrière l'architecte, qui tu es. Justement, architecte à 22 ans et tu as déjà ta boîte. La plupart des gens à ton âge cherchent encore soit un stage. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit j'y vais maintenant? Waouh, alors ça c'est une vraie question. Je pense qu'en fait j'ai grandi dans une famille qui pousse à aller loin, à avoir de grands rêves, même si j'ai eu un père qui était artisan et qui a toujours fait des petites choses de ses mains. Toujours en fait on le voyait comme quelqu'un qui était limité parce que quand on est artisan on fait des petites choses, on ne ramène pas beaucoup par exemple à la maison. Et en fait avec tout ce stéréotype-là, je pense qu'il avait peur que, que, que par exemple je puisse prendre entre parenthèses son exemple, mais pour le coup c'est ce qui m'a réussi aujourd'hui puisque j'ai pris son exemple. Et voilà, et du coup je suis contente en tout cas de perpétuer cet héritage de mon père, de rester toujours dans l'art, de m'intéresser à l'environnement, à toutes ces choses-là. Et aujourd'hui c'est une des personnes, pour ne pas dire la seule personne, mais une des personnes que je souhaite rendre fière, puisque finalement j'ai quitté mon île pour venir en France faire des études. Ça a été très dur pour moi puisque je suis très famille. Ouais. Mon père et moi, c'est ça. Donc voilà. Mais c'est quelqu'un qui m'a toujours soutenue dans toutes ces choses-là et franchement, je suis très fière de ce que j'ai fait et de cette ambition-là. Je pense que c'est lui et ma grand-mère qui m'ont le plus poussée avec mes sœurs et qui m'ont le plus transmis et voilà, ouais, c'est quelque chose qui est beau et que je souhaite transmettre aussi plus tard. Ben, on sent tes yeux briller quand tu nous parles de ton père. Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec toi et je sais ce qu'il représente, voilà, d'un point de vue modèle en tout cas. Et bravo, bravo parce que tu es super jeune et on sent déjà vraiment toute cette envie, cette ambition voilà, de perpétuer en tout cas cette ambition qui t'a été transmise. Et justement, on va arriver à ton nom, au nom que tu as choisi, qui est Arki, si je ne me trompe pas. Et j'aimerais savoir pourquoi ce nom, pourquoi est-ce que tu as choisi aussi de poser tes fondations en Guadeloupe plutôt qu'ailleurs. Donc, dis-nous tout. Eh bien, Arki est né d'une idée en fin novembre 2025, où du coup, je me suis dit, en scrollant en fait sur Instagram, c'est bizarre, je n'arrive pas à trouver de compte Instagram qui arrive à me donner des leçons sur l'architecture, etc., surtout sur l'architecture caribéenne. Mais en fait, je voyais beaucoup plus de comptes Instagram se concentrer sur l'architecture plutôt coloniale. Et sauf qu'il n'existe pas que ça dans l'architecture caribéenne. Du coup, je me suis dit, Jessica, vas-y avec audace. et crée ton média en fait. Peu importe la forme que ça prendra, si tu dois le transformer en podcast plus tard, c'est pas grave. Mais pose des fondations. Du coup, j'ai commencé déjà à chercher un logo, puisque c'est mon identité, c'est quelque chose en fait que j'avais envie de travailler. Et du coup, j'ai décidé de chercher plutôt une identité un peu brute, comme l'architecture, mais aussi adoucie un peu, qui se mêle à l'environnement avec toutes ces choses-là. Du coup, ça a donné la forme Arki. Donc, Arki pour architecture et pour une phrase en créole que je mets juste en dessous de Arki le média, c'est architectique il a. Le média. Donc, ce qui veut dire. Et donc, du coup, ça veut dire l'architecture qui est là et qui existe déjà. Et en fait, justement, dans cette première phase de Arki, le média, j'ai décidé en fait de travailler en fait sur un modèle de leçons par jour
où en gros, j'ai une publication par exemple qui va parler, je sais pas, de l'entrée de la maison de la Casse-Créole, de la signification, que ce soit architecturale, symbolique, mythologique aussi, dans notre folklore guadeloupéen, martiniquais ou même caraïbéen, et ensuite du coup de le transférer donc en story et que les gens en fait puissent avoir une leçon par jour sur un détail de la Casse-Créole, sur un détail de l'architecture caraïbéenne. Et c'est ça en fait depuis décembre puisque je l'ai mis en place en décembre. Et voilà, c'est ça. Et à partir de ça, je me suis dit, comme il n'y a pas forcément tout le monde qui se familiarise en fait avec les réseaux sociaux, je me suis dit, je vais développer une espèce de plateforme BIS. Donc sur mon site JMC Art, où donc il y a le blog Archilemédia où on peut retrouver directement donc les leçons par jour et aussi des petits fascicules que j'ai créés qui donc retracent en fait toutes les leçons qui ont été données sur un thème précis. Donc ils sont juste là. Ah, j'allais te demander justement, est-ce que ces fascicules, on les retrouve en format digital? Est-ce qu'on les retrouve en format... voilà. C'est super. Je peux? Oui, bien sûr. Merci. Donc en fait, ce sont des fascicules qu'on peut retrouver donc en format digital, donc PDF accessible à tous, mais pas payant, c'est accessible à tous, où vous pourrez retrouver des leçons par jour en fait, où vous apprendrez un petit peu plus sur l'architecture créole, sur l'architecture caraïbéenne. Comme par exemple, le premier fascicule s'intitule le fascicule de la Casse-Créole. Donc il se focalise que sur les détails de la Casse-Créole. Le deuxième, c'est l'architecture coloniale, parce que évidemment, il faut bien passer par là aussi. Donc, j'ai fait exprès d'étudier, mais plus, par exemple, comment fonctionne une habitation, une plantation coloniale à l'époque en Martinique et en Guadeloupe. Donc, que ce soit spatialement, que ce soit aussi avec la fonction de chaque personne, que ce soit les personnes qui étaient réduites en esclavage, les maîtres, etc., puisqu'ils avaient différentes fonctions et aussi différents métiers sur cette plantation et comment on l'aménage, comment elle fonctionne. Donc tout ça c'est dans l'architecture coloniale. Et celui-là qui est paru en fait il y a déjà quelques jours. Du coup, donc c'est le fascicule de la monoculture et de la spatialité. En fait, la Guadeloupe comme la Martinique, pré, post et in-esclavage, on va dire, a traversé du coup plusieurs monocultures, comme par exemple pendant l'esclavage, en Guadeloupe, on a connu le coton, le café, l'indigo, le cacao, etc. Et puis après, on a connu par exemple la banane, la vanille qui se sont développées. Donc en fait, c'est toutes les monocultures qui ont traversé Martinique et Guadeloupe pendant toute leur existence en fait. Pré, post-esclavage et voilà. Donc ces fascicules sont disponibles sur le site en format PDF, donc génial, et livré à tous. Voilà. Vous savez où aller, Exactement. Pour récupérer les fascicules. et surtout, cette transmission dont nous parlait Jessica, cette ambition qui t'anime. C'est ça. Et encore une fois, tes yeux qui brillent quand tu en parles. Fantastique. Vraiment, parce que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu mêles en fait le côté historique, et c'est là où ça fait la différence justement. D'ailleurs, je dis souvent que quand on crée un business, quand on crée une entreprise au-delà d'un business, parce qu'on est vraiment sur une entreprise, l'idée c'est aussi d'apporter le plus, d'apporter son identité, d'apporter ce qui est différenciant dans son projet en fait. Exactement. Et puis surtout à travers Archilemédia, je pense que aussi j'avais une visée plutôt pour les jeunes comme moi qui par exemple détestent lire par exemple. Bon, ça ce n'est pas mon cas, mais déteste lire. Non, je déteste pas lire. Je dis pour la majorité des jeunes. C'est vrai que moi je suis quelqu'un, je lis beaucoup. Je lis vraiment beaucoup. Je suis à peu près à une 60aine de livres par an. Ah oui, quand même. Donc je lis vraiment beaucoup. Quelqu'un qui m'a battu. Et en fait, je me suis dit, en fait, j'aimerais créer quand même ces fascicules pour les jeunes, pour les nuls entre parenthèses, pour ceux qui n'aiment pas trop lire, qui ne s'intéressent pas trop à l'architecture, ou qui veulent pas trop se prendre la tête sur des choses, des phrases, des termes trop scientifiques, trop architecturales, trop trucs qu'ils comprennent pas, et du coup de rendre ça vraiment accessible pour démocratiser en fait aussi cette pratique de l'architecture, et que ce soit ici en France ou dans la Caraïbe. Voilà.
c'est assez élitiste quand même. C'est vrai, Oui. tout ce qui est architecture. Ouais. Quand on parle de voilà le métier d'architecte, on a voilà, c'est un peu l'élite. Comme on a certains métiers aussi qui font un petit peu entre guillemets peur. Oui, exactement. Peur Ouais. parce qu'on se dit que c'est peut-être compliqué à comprendre, Mm. mais en même temps c'est un beau métier parce que C'est un métier de passion. voilà, c'est de la passion. Et, euh, et félicitations encore pour cette ambition que tu as et Merci. cette envie de transmettre dans tous les domaines et surtout dans tous les formats. Donc ça nous montre bien que derrière l'architecte, on a vraiment aussi une personne qui suit les traces de son papa avec, Oui. avec cette transmission. Et justement, on va faire une petite pause, mais une petite pause particulière parce que j'ai 6 questions. Oui. Voilà, de A à F. Ok. Donc forcément, tu ne les vois pas puisque moi j'ai j'ai ma petite trame. Et je vais te demander de choisir une lettre au hasard. Et on va découvrir ensemble la question qui correspond donc à la lettre choisie. Et tu vas nous répondre sur ce sujet. Alors, quand tu veux, on y va. D'accord. Et ben, je pense que je vais piocher la lettre D. La lettre D. Quand le doute arrive, Ok. à quoi? C'est un peu facile. À quoi ou à qui est-ce que tu te rapproches? Explique-nous un petit peu, parce que forcément ton parcours, tu as eu des moments de doute. Oui, clairement. À quoi ou à qui tu te rapproches? Je pense que. Alors, à quoi je me je peux répondre au D, à quoi et à qui. Ouais. À quoi je me raccroche, je dirais. Je me raccroche à ma Guadeloupe. Hein. Ah oui! Je me raccroche à elle parce que je pense que c'est elle en fait qui a fait naître aussi cette ambition, cet amour Ouais. pour elle. Je pense qu'en fait, en la quittant, j'ai voulu chercher un ancrage en fait ici Mhm. pour ne pas trop être déracinée. Et aussi, comme j'étais dans un environnement où il n'y avait pas trop de personnes de ma communauté non plus, surtout en école d'architecture, ben, en fait, pour moins me sentir isolée, je me raccrochais surtout à elle en fait, Ouais. parce qu'elle m'inspirait et elle m'inspire toujours, tu vois. Et celle qui forge en fait mon caractère et cette manière aussi de me distinguer aussi. Et voilà. Et je pense que l'une des personnes, bon, qui n'est plus de ce monde, mais auquel je pense à chaque fois que je suis dans le doute, je pense que c'est mon arrière-grand-mère. Waouh! Et ah là là, une femme très, très, très forte, déterminée. Mhm. Et avant de partir, elle m'a dit cette phrase, sache que même si l'ombre est devant toi, il faut toujours sourire, comme ça la lumière jaillira. Eh ben, Et c'est une phrase qui m'a tellement marquée et à chaque fois que je pense à ma grand-mère, je pense à cette phrase et à chaque fois que j'ai ces ouais. moments de doute, je me dis en fait, s'il y a Ouais, des gens plus loin. qui tentent d'étouffer ta Mm. lumière, c'est parce qu'en fait, tu les effraies. Et en fait, ma grand-mère, elle voyait tellement loin. Ouais. Elle voyait tellement loin et je la remercie tellement de m'avoir dit ça avant de partir. Ouais, franchement, une femme incroyable. Pour le peu de temps que j'ai pu la connaître jusqu'à mes 8 Ouais. ans, euh, ouais, elle a changé ma vie. Oh. Tu veux un petit gâteau? Oui, je pleurais avec le gâteau. Alors, on a fait un petit gâteau. Hein, au studio, on vous accueille avec un petit gâteau maison qu'on vous offre avec plaisir. Super bon. Ah bah merci. Merci pour ces mots aussi, parce que tu nous fais rentrer un petit peu dans ton intimité, dans qui tu es derrière l'architecte. Mm. Et c'est vrai qu'on a tendance à voir les personnes avec leur couverture, j'ai envie de te dire, leur casquette, toi, ta casquette d'architecte, mais qui est-ce qui se cache derrière? C'est aussi ce qui porte une entreprise, qui porte un message. Et je te sais très engagée aussi comme personne. Donc, Oui. tu vas nous parler un petit peu de ton engagement tout à l'heure. Mais avant, je voulais te parler d'une chose. Oui, Tu dis-moi. rénoves. Tu Oui. rénoves ton projet, en tout cas, pour ton entreprise. Voilà, ton entreprise est en train de vraiment se lancer. Je vois que tu fais plein de choses. Et tu rénoves, si je ne me trompe pas, Oui. au lieu de penser peut-être à un projet où tu vas complètement raser les cases créoles, par exemple. Oui. Dans un monde qui adore le neuf, qui fait table rase, qu'est-ce que tu vois dans une vieille maison que les autres ne voient pas?
Sacrée question quand même, hein. Sacrée question. Et ben, en fait, je vois juste la beauté des souvenirs en fait qu'une maison en fait peut conserver. Ouais. Chez nous, on est très, enfin chez nous en Guadeloupe, mais aussi globalement dans la Caraïbe, on est très spirituel et Ouais. on attache beaucoup en fait les souvenirs aux objets. Ouais. Et dont la casse créole en fait, et justement c'est ce que j'ai un petit peu aussi développé dans mon mémoire Obo casse créole, ou dans le dernier chapitre en fait qui parle de spiritualité, de comment je dirais ça, de légendes urbaines, etc. En fait, toutes ces spiritualités autour de la casse créole. Et en fait, quand je vois une casse créole, je vois des souvenirs, je vois toutes ces choses-là, et je me dis en fait c'est grâce à ça que la case elle vit, qu'elle tient debout. Tu vois, ça peut être des gestes au plus simples le matin, comme par exemple quand tu te lèves pour aller au travail, tu fais ton petit café chaud au lait le matin pour boire, j'en sais rien, tu passes un coup de balai ou bien tu écoutes la musique, tu mets RCI, toutes ces choses-là. Et en fait, toutes les paroles, tous les gestes en fait qui forgent en fait tous les espaces en fait. Ça imprègne les murs en fait des cases. Et en fait, je me dis en fait c'est trop dommage en fait de faire disparaître ça. Il y a d'autres personnes qui peuvent constituer des souvenirs encore et faire vivre encore cette case. Donc en fait, moi, l'idée, c'est vraiment en fait de rénover en fait les cases créoles, leur redonner une seconde vie et toujours rester en fait dans ce jus en fait de cases créoles. Et même je vois exactement de mémoire. Et je vois beaucoup de jeunes surtout en ce moment qui essayent de retourner aussi à l'essentiel. Totalement. Et en fait, je trouve ça admirable puisque là, à partir on va dire, des années 20, 30, quand Ali Tour, qui est un célèbre architecte qui a débarqué en Guadeloupe, a fait venir en fait le béton comme quelque chose d'extraordinaire et tout, etc. Bon, les gens ne me tirez pas dessus, s'il vous plaît. Il y a des gens qui aiment Ali Tour ici, mais je lui tire pas dessus, mais en fait, ce que je me dis, c'est qu'en fait, en faisant venir le béton, il a presque failli engranger en fait la disparition des carrioles. Et je me dis, en fait, comme les gens pensent que avec le béton, on peut répondre à cette problématique en fait des cyclones, des ouragans et tout, mais en fait, la dynamique qu'ils ne comprennent pas, c'est que le béton n'est pas du tout adapté à notre archipel. On a un archipel qui est volcanique, qui est sismique, et le béton ne fonctionne pas du tout avec ça. Quand on a en fait plusieurs séismes qui attaquent l'archipel, on se retrouve en fait avec des grands bâtiments qui ont des fissures en fait dans les murs et tout, etc. C'est pas du tout adapté. On n'est pas c'est pas comme au Japon, eux, qu'ils ont développé en fait vraiment une architecture du séisme, où en gros, par exemple, au lieu que le bâtiment soit secoué par le séisme, le bâtiment fait comme ça. D'accord. Voilà. Parce qu'en fait, juste en dessous, ils ont des espèces de gros ressorts en fait, en dessous des bâtiments. Et du coup, en fait, on a donc les ressorts en fait absorbent en fait les secousses du séisme et donc en fait fait bouger le bâtiment comme ça au lieu que ça fasse comme ça et que tu te retrouves avec des grandes fissures dans les murs, etc. Et du coup, aujourd'hui, j'essaie d'initier, on va dire, une ouais, je sais pas, une idée de zéro béton en fait. Et de réutiliser en fait ces matériaux naturels qui existent chez nous, comme par exemple le bois carapate, qui est un bois rouge qui existe sur notre archipel depuis longtemps. Bon, aujourd'hui, le bois carapate ne pousse que, on va dire, dans la forêt des Mamelles, en Guadeloupe. Et aujourd'hui, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe, on s'approvisionne auprès de la Guyane qui a une filière beaucoup plus importante qui peut nous fournir. D'accord. Voilà. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est que les cases créoles, en fait, elles sont, enfin, du peu que je connaisse, elles sont principalement en bois. Donc, effectivement, utiliser un peu ces techniques innovantes qui sont justement de permettre à la maison, finalement, de suivre le mouvement plutôt que d'être rigide. C'est notamment, si on essaye d'avoir la structure un peu bétonnée, c'est que la maison en bois resterait rigide et forcément, quand il y a des ouragans, des cyclones, etc., ne pourrait pas tenir le choc. Alors que là, effectivement, en utilisant, en t'inspirant de ce qui se fait aussi ailleurs, c'est aussi ça l'ambition, c'est apprendre des autres, c'est se nourrir. Exactement. Tu peux ensuite apporter toutes ces techniques au niveau de ton île. Donc, c'est ça, exactement. Et soit dit au passage, aussi la mienne. Donc, félicitations et bravo pour tout ça. Et justement, cette envie, encore une fois, toujours plus grande d'apporter des choses nouvelles, mais aussi d'utiliser notre histoire, le patrimoine, m'amène vers une question
assez personnel, parce que j'ai Mhm. moi-même écrit un mémoire sur le leadership entrepreneurial féminin. Mhm. Et dans ce mémoire, je parle justement du fait que aujourd'hui, créer une entreprise, on a souvent l'impression qu'on a une sorte de dualité entre la femme ambitieuse et bah, les hommes qui, naturellement, j'ai envie de te dire, sont associés à l'ambition, en tout cas Oui. pour ceux qui entreprennent. Et finalement, bah, il y a ce côté quand même assez complémentaire et pas forcément dualité. C'est ce que j'explique dans un mémoire que je vais publier prochainement. Super. Voilà, Bah, je fais un félicitations petit à peu, toi. merci, d'autopromo, puisque je prépare en fait un livre justement aussi sur les femmes Mhm. et tout ce côté en fait ambition qu'on a tendance parfois à diminuer quand on est une femme. Et ça m'amène à la question où je me dis que justement, tu es une jeune femme Oui. qui est dans un métier longtemps réservé à des hommes, Ça, c'est vrai. notamment plus âgés. Mhm. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de prouver ou pas, hein, Mhm. et à qui en réalité en allant vers cette voie? Alors, je pense que j'avais rien envie de prouver puisque en fait, comme Ouais, c'est un métier de passion, j'avais envie de faire ce que j'aime, hein. Et en fait, contre toute attente, même si beaucoup de personnes m'ont déconseillé d'y aller, d'accord. parce que, bah, du coup, c'est un métier long, c'est compliqué, les gens vont être méchants et tout et cetera, beh, j'avais pas peur de ça, en fait. Hmm, Et je voulais me prouver, en fait, à moi-même que je pouvais le faire et que je pouvais, en fait, défier le pourcentage, en fait. Puisque oui, certes, aujourd'hui, enfin, dans l'imaginaire collectif, l'architecture, en fait, est beaucoup, en fait, exclusivement, on va dire, portée sur les hommes, entre parenthèses, puisqu'il y a beaucoup d'hommes qui sont architectes. Mais aujourd'hui, il y a un pourcentage de femmes qui augmente. On est à presque 60% des femmes qui font des études d'architecture. En tout cas, dans ma hmm, promo, on était beaucoup plus que les hommes, hein. Et en fait, ouais, je voulais me prouver à moi-même que je voulais réussir et aussi, permettre aussi à d'autres jeunes qui me suivent aussi, de pouvoir avoir cette vision, de voir plus loin et de faire un métier qui, contre toute attente, en fait, nous met des bâtons dans les roues et qui peut, en fait, constituer une vision, trop compliquée, oui, parce que c'est long et tout, ouais. on pense pas avoir les capacités, ou on se sent pas légitime, ou toutes ces choses-là. Je pense qu'en fait, on a ah, justement, on en parlait la dernière fois avec toi, Jessica, où en fait, on a cette espèce de, comme on pense qu'on n'a pas les capacités, on a cette espèce de syndrome de l'imposteur, en fait, Totalement. qui se développe. Et en fait, on se dit, mais on n'est clairement pas à notre place. Et en fait, il y a certaines personnes en fait, qui sont tellement dans la rivalité, qui sont avec toi, qui te font sentir aussi que tu n'es pas à ta place. Finalement, je me suis retrouvée aussi avec des amis, enfin, franchement, de la L1 jusqu'au Master 2. Waouh, on était genre 136. Aujourd'hui, on est à peu près 70. J'ai vu beaucoup d'amis qui ont abandonné parce qu'ils Ouais, pensaient que ils n'avaient pas leur place, ils ouais. pensaient qu'ils n'avaient pas le niveau. Et tout ça peut-être par certains commentaires de profs ou certains commentaires de la famille ou des autres amis qui disaient: «Oh c'est trop, tu manges matin, midi et soir, architecture, tu devrais faire autre Ouais. chose et tout et cetera. C'est pas une vie, tu trimes, et cetera». Enfin voilà, tu vois? Et en fait, moi, comme c'est un métier de passion, je voulais en fait, dans ma tête de petite fille aussi, je voulais changer le monde, tu vois? Ouais, Un peu faire changer les choses parce bien que je me sûr. disais, en fait, que en étant en Guadeloupe, c'est pas pour critiquer, mais tu vois, c'est en étant en Guadeloupe, je me suis rendu compte aussi que, en fait, les jeunes, en fait, se limitaient, en fait, qu'aux études de petite échelle. Je ne dénigre aucun métier, mais tu vois, genre, des métiers qui se limitent, genre, par exemple, à 3 ans, pour une licence, mais jamais aucune personne autour de moi n'avait fait un master. Mhm. Et en fait, je me suis dit: «Mais moi aussi, Je suis capable, quoi. je suis capable». Est-ce que je fais pas moi-même l'imposteur, tu vois? Et même moi, je me suis posé la question parce que, petite anecdote, quand j'étais en L3, c'est là où je me suis fait sentir, vraiment si j'étais à ma place, où je suis arrivée dans le bureau, on m'avait convoquée dans le bureau du directeur Mhm. avec, ma responsable de licence qui me fait: «Jessica et tout, tu au moins 6 matières à rattraper pour l'année prochaine». J'arrivais en L3 et tout. Elle me disait: «Si à la fin de l'année, en plus de tes cours de Mhm. cette année, tu pas validé les 6 autres matières, tu vas devoir redoubler et tout. Nous, ce qu'on te conseille, c'est de vraiment redoubler». Moi, c'est le redoublement pour moi, c'est un échec. C'est Pour vrai? ces Oui, pour certaines personnes, en fait, genre, c'est une seconde chance, mais Ouais. pour moi, je vois ça comme un échec, tu Mhm. vois?
parce que moi, je suis quelqu'un, je travaille beaucoup, je suis aussi très, très dure envers moi-même Ouais. et en fait, je voyais le redoublement comme un échec et du coup, je sais pas quel élan je sais pas. De Un ouais, Voilà, ça t'a un peu dynamisé, c'est ça, remotivé, ouais. exactement et en fait, c'est Mmh. cette dame-là, quand elle me dit: «On te conseille de redoubler», ça je sais pas, ça fait tilt dans ma tête et en fait, je Mmh. me suis dit: «Mais Jessica, tu peux pas faire ça» et je sais pas, avec un élan de lucidité ou peut-être d'audace, j'ai dit à cette dame, en fait: «Vous Mmh. inquiétez pas, je vais gérer madame, Je gère. je gère». Je suis sortie de son bureau, j'étais en pleurs, je me suis dit: «Mais pourquoi tu as dit ça?» Et Eh tu réussi. et j'ai réussi et en plus, j'ai eu tous mes examens, donc Mmh. j'avais donc, 6 matières que donc nouvelles matières que je devais, travailler donc cette année, plus les 6 que je devais rattraper, donc ça faisait 12. Je les ai eues en une fois, sans rattrapage Génial. et franchement, c'est là où j'ai été le plus fière de moi et je me suis dit: «Vraiment Jessica, tu as ta place, donc continue». Bien sûr. Et tu parlais de cette peur de l'échec, c'est Oui, peut-être une peur. mmh, Finalement, est-ce que ça peut pas aussi servir de tremplin? Comme tu oui, disais, c'est quand des fois on est très, très dur envers soi-même, on a un côté, parfois qui est poussé à l'extrême, un peu ouais, rigide, ouais, clairement, alors que finalement, des fois c'est aussi pour, peut-être prendre plus de recul clairement. et se dire que, bon, on a encore des choses à apprendre, on a encore des choses à développer, mais toi, en tout cas, ça a été un booster Oui, clairement. et c'est super. Et j'ai une dernière question, enfin 2 petites questions encore. J'aimerais réellement que tu me dises qui se cache derrière Jessica? Qui Alors c'est toujours très difficile comme exercice de parler de soi, mais qui se cache derrière, Jessica et son ambition et sa vision? Oui, bah, écoute, qui se cache derrière Jessica? Bah, je suis une personne simple qui aime les choses, simples de la vie pour de vrai. Mmh. J'aime beaucoup lire, m'instruire, apprendre aussi des autres et à ce que j'apprenne aussi aux autres. Je suis très ouverte, en fait, à ce que à recevoir aussi et je suis quelqu'un de très sensible aussi. Il y a beaucoup de causes, que ce soit sociétales, environnementales, qui me touchent. Je suis quelqu'un de très proche de la nature. Mon père m'a toujours appris à écouter mon environnement, ce qu'il y a autour de moi. Voilà, vous connaissez, ouais, la Jessica, architecte, mais voilà, il y a la Jessica aussi qui aime beaucoup les animaux, Ouais, qui a eu vraiment, en fait, une vie très simple, avant ouais. de venir en France. Voilà, le matin, vous allez me dire, ouais, c'est une vie de fermière, mais moi, j'aime trop ça, j'aime trop les animaux. Mmh mh. Le matin, je me levais, c'était, prière à 4 heures avec mamie jusqu'à 5h30. Ouais, c'est très Après, bien on aussi. devait ouais, ouais, c'est très important pour moi, mais Ouais. j'en parlerai tout à l'heure. Mais voilà et donc jusqu'à 5 heures du matin. Ensuite, on devait sortir les animaux, savoir si tout le monde allait bien, laisser sortir les chiens et jusqu'à 7 heures et ensuite on se préparait pour aller à l'école. On regardait un petit peu de dessin animé quand c'était possible Mmh et mh. puis, et puis voilà, mais je suis quelqu'un de très simple qui aime son environnement et oui, voilà, qui est très attaché, oui, à sa foi. Ouais, Ça, c'est justement, tu vas nous en parler un petit peu, oui, ça c'est maintenant, mais oui, clairement, oui, c'est quelque chose, en fait, qui fait battre mon cœur, qui me booste, ouais. qui me permet aussi de me recentrer aussi quand je suis trop dispersée Mmh mh. et qui me rappelle à l'ordre aussi et qui me permet aussi de ne pas trop, être évasive sur l'objectif que j'ai à atteindre Ouais, aussi. Donc voilà aussi, ça guide, quoi. c'est un ancrage, en fait, c'est un Ouais. guide. C'est ça, exactement. Et ben, merci pour toutes ces précisions. J'ai quand même une dernière question signature et ça, c'est vraiment la question que je vais poser à tous nos invités. Si une personne t'écoute là, tout de suite, Mmh. et qu'elle n'ose pas se lancer, dans ce qu'il appelle, dans Mmh. sa voie, dans son projet, dans ce qui Mmh. l'anime, Mmh. qu'est-ce que tu lui dis? Là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce que tu diras à cette personne? Moi, je lui dirais d'écouter son cœur, de prendre confiance, que, toutes les personnes qui essayent de lui en dissuader, ce sont des personnes, en fait, qui voient justement un potentiel dans ce Ouais. projet-là et en fait, toujours écouter son instinct car, c'est ça qui nous guide, en fait. Si cet instinct existe, c'est que, c'est pour nous montrer la bonne voie, savoir qu'on prend les bonnes décisions, qu'on fait les bonnes choses pour ça et que finalement, en fait, quand on a l'esprit, quand on a la patience Oui. aussi, quand on a la concentration et qu'on est
focus sur un objectif, vous verrez que tout s'aligne en ligne droite. Et c'est même ça que ça va vous choquer. Le fameux alignement. Le fameux alignement. Et ça va tellement vous choquer, vous allez vous dire, mais purée, genre, ça se passe tellement bien. Eh oui. Et en fait, oui, vraiment, en fait, écouter son cœur, savoir que même si ce syndrome de l'imposteur existe, il faut se sentir légitime déjà d'exister dans ce monde et se sentir légitime d'être à sa place aujourd'hui parce que c'est très dur. Il y a beaucoup de personnes qui nous apprennent que l'on ne l'est pas, mais si on est sur cette terre, on est là pour faire quelque chose. Donc, Exactement, on a tous voilà. un message. Ben, merci beaucoup, Jessica, pour ce beau discours. Merci à Merci toi. d'être venue pour la première de ce podcast. Et puis, merci à vous de nous suivre. N'hésitez pas à aller voir ce que fait Jessica sur son site internet. Et nous, vous savez où nous trouver au niveau du studio de l'ambition. Yes. À bientôt.